Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passer, les femmes. Nous sommes en guerre. Voilà, vous avez écouté la future candidate à The Voice. On est tellement heureux d'accueillir Sandrine Rousseau. Elle va faire des malheurs à la télévision, on le sent. Mais auparavant, oui, la guerre. Et puis, quelle guerre? La guerre du trafic d'enfants. La guerre terrible, la guerre mondiale, celle-là aussi, elle existe. Hein, la pédocriminalité, la maltraitance des enfants. Hein, les enfants par essence innocents, par essence effectivement impuissants par rapport à un certain nombre de perversions et de, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, d'abîmes d'un certain nombre d'adultes, pas tous heureusement bien sûr, mais quelques-uns qui se comportent comme des ordures. Et c'est ce film qui sort, Sound of Freedom, aujourd'hui, dans plusieurs centaines de cinémas en France. Et il est intéressant de voir comment il est accueilli par certains. On va en parler notamment sur une spécialiste de la maltraitance, Sonia Delahaye, qui est psychologue et psychothérapeute. Et puis, nous allons aussi parler de ce qui se passe dans les Landes. Et dans les Landes, vous savez ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Oui, 40 000 volts, effectivement, qui vont passer à 1 mètre sous terre pour relier l'Espagne et la France. Une espèce de ligne de feu tout à fait étonnante, une ligne à haute tension. Et à Cap-Breton, eh ben, les habitants sont pas du tout contents, on va en parler. Et puis après, les perles, les reconversions, c'est magnifique. D'ailleurs, moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas pour combien de Français se plaignent du chômage, mais en revanche, si vous êtes près du gouvernement, que vous avez été au gouvernement, que vous avez été ailleurs, vous allez voir les reconversions, c'est magnifique. On n'a même pas besoin de traverser la rue pour retrouver un emploi. Et ça fait plaisir, bien sûr. Et en seconde partie, on va recevoir 2 personnes. Le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste et qui vient d'écrire un livre remarquable qui s'appelle « Traverser la peur ». Et nous allons recevoir Vincent Pavant, mathématicien. Et tous les deux, eh bien, ce sont des hommes libres. Et ils vont nous parler de liberté. Mais de liberté enracinée, de liberté actée. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, dans tous mes états, sort aujourd'hui un film, vous le savez, Sound of Freedom. On a fait, effectivement, avec Céline Lonzeux, une émission vendredi dernier, dans la culture dans tous ses états, où nous avions reçu le distributeur et le metteur en scène. Il nous avait parlé de ce film qui fait vraiment un malheur, et un malheur au bon sens du terme. Ça veut dire un bonheur-malheur en révélant les trafics d'enfants, les trafics sexuels, les trafics d'organes. Des choses terribles qui se passent non seulement en Amérique du Sud, le sujet du film, mais en Europe, mais ailleurs. Et on va dire que ça soulève de drôles de réactions. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Est-ce que c'est parce que ce film se veut chrétien, se veut en tout cas... effectivement croyant, il dit que la croyance combat effectivement le mal. Je ne sais pas pourquoi, mais Sound of Freedom, que nous avons vu, nous avons été bouleversés. C'est un film américain. Je dis pas que c'est le chef-d'œuvre du cinéma mondial, mais c'est un film remarquablement fait qui parle d'histoire réelle. Je me rappelle l'histoire de Tim Ballard, qui s'est battu d'abord tout seul avec un certain nombre de gens contre les ignobles trafics qui se passent en Amérique latine et aux États-Unis, il faut le dire. Eh bien, c'est un film que je vous conseille vraiment, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, d'aller voir. Parce que il dit les choses. Et alors, c'est amusant
de voir qu'un certain nombre de bonnes âmes, bien pensantes bien sûr, bien politiquement correctes, par exemple, voilà, Libération, France Inter. Alors, France Inter, le navet, entre guillemets, le navet qui a fait un carton chez les complotistes américains débarque en France. Et à BFM TV, pourquoi ne pas les nommer, écoutez ce qui se disait encore aujourd'hui. Et on va parler du film Sound of Freedom qui sort demain en France, film qui a agité la sphère complotiste aux États-Unis, Lorraine. Vous allez voir l'affiche du film, vous l'avez peut-être vu en grand dans les rues. Oui, on a vu l'affiche du film en grand dans les rues. Alors c'est intéressant, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, eh ben alors, il y a que les complotistes. Si vous êtes intéressé par Sound of Freedom, vous êtes complotiste. Ça vous rappelle quelques petits mantras, au moment du Covid, au moment du reste. Dès que vous avez une parole dissidente, vous êtes complotiste. Or, vraiment, ça fait rigoler parce que personne ne parle des vrais comploteurs, d'un certain nombre de gens. On ne va pas citer les noms, au moment du Covid, du narratif Russie-Ukraine, du réchauffement climatique et ailleurs. Alors voilà, ce film, il traite d'une dimension particulière, particulièrement sordide et glauque de la maltraitance des enfants. Mais il n'y a pas que cette maltraitance invisible-là, que ce film a justement visibilisé et rend visible. C'est pour ça qu'il faut le voir, Sound of Freedom. Justement, il y a eu un livre aussi très intéressant, Ils n'en sont pas morts. Sonia Delahaye, vous êtes psychologue, vous êtes psychothérapeute, vous êtes auteur de ce livre qui est paru aux éditions Exuvie. Alors, cette maltraitance des enfants, on sait que ça n'existe pas depuis hier, mais on sait que on en parle, oui, maintenant, effectivement, il y a beaucoup de choses, des lois qui ont commencé à apparaître, c'est vrai qu'il y a des progrès, mais encore, quand on voit les chiffres de l'OMS, près de 3 enfants sur 4, 300 millions, l'Organisation mondiale de la santé, âgés de 2 à 4 ans, 300 millions d'enfants subissent régulièrement des châtiments corporels et ou des violences psychologiques de la part de leurs parents et des personnes qui s'occupent d'eux. Une femme sur 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance entre 0 et 17 ans. 120 millions de filles et de jeunes femmes de moins de 20 ans ont subi une forme ou une autre de contact sexuel forcé. Alors cette maltraitance invisible que vous traitez, vous, dans votre livre, Sonia Delahaye, c'est quoi exactement ? C'est quelque chose qui est presque une dimension de la vie ? Oui, alors bonjour André. Donc moi je me suis beaucoup intéressée à la manière dont on traite les enfants, déjà avant la période Covid, et puis beaucoup pendant la période Covid, puisque j'étais très surprise de voir qu'on pouvait infliger des tortures aux enfants. PCR plus de 3 fois par semaine, c'est quand même pas rien, même sur des bébés. Et je faisais déjà partie, moi, d'associations qui luttaient contre les violences éducatives, lorsque les violences que j'appelle sanitaires sont arrivées sur les enfants. Et j'étais très étonnée de voir que les associations qui luttaient contre les violences éducatives ne se battaient pas contre ces violences sanitaires pour protéger les enfants. Et finalement, on se rend compte, pareil avec ce film, que l'enfant est vraiment éduqué en tant qu'objet. C'est un objet, en fait. D'ailleurs, on peut manipuler comme on veut, et si on a de mauvaises intentions, voilà. Exactement. Et puis, on peut se demander aussi pourquoi il y a autant d'adultes qui abusent des enfants. Qui leur font du mal, qui les agressent sexuellement. C'est quand même assez étonnant, tous ces chiffres. On peut y réfléchir en se disant, si on regarde l'histoire des pédocriminels qui ont pu être condamnés, on voit qu'ils n'ont pas forcément tous subi en fait des violences sexuelles. Mais oui, parce qu'on donne souvent ça comme excuse. Ah oui, mais eux aussi, ils ont subi des violences, donc ils les reproduisent. Pas tous. On ne justifie pas, mais on ne condamne pas vraiment. Pas tous. Par contre, ils ont tous été traités comme un objet à un moment donné. C'est-à-dire de la négligence, de la maltraitance, de l'humiliation. L'humiliation peut amener aussi certains adultes à traiter d'autres enfants comme des objets, et notamment comme des objets sexuels. Donc l'intérêt pour moi, c'est de vraiment qu'on puisse se poser sur la notion de maltraitance. Qu'est-ce que la maltraitance ? Puisqu'on a vu pendant la crise Covid, ma réflexion est venue de là, sur le concept de maltraitance invisible, que chaque adulte pouvait mettre le curseur où il souhaitait, en fait, au niveau de la maltraitance. Certains collègues psychologues me disaient « Mais non, Sonia, un PCR ou un masque sur le visage de l'enfant, ce n'est pas de la maltraitance ». Donc les violences éducatives étaient reconnues par les associations qui luttaient contre les violences éducatives. Les violences sanitaires contre les associations
était reconnu par les associations qui luttaient contre les violences sanitaires, mais certaines associations ne reconnaissaient pas les violences éducatives et les associations qui luttaient contre les violences éducatives ne reconnaissaient pas les violences sanitaires. Vous voulez dire que chacun restait dans son circuit, dans son couloir et voilà, et tout allait bien. Exactement. Et c'est pour ça que les enfants sont traités comme des objets en permanence, c'est que chacun met le curseur où il veut. Or, pour moi, tout acte qui va entraver le bon développement de l'enfant, qui va abîmer son potentiel, doit être considéré comme de la maltraitance. Alors justement, mais entrons peut-être dans le détail, dans le vif du sujet. Quand vous dites traiter l'enfant comme un objet, mais vous avez aussi, vous le savez, et heureusement une majorité de parents qui aiment leurs enfants, qui les traitent bien, enfin quand je dis bien, et parce que évidemment l'enfant est une pâte à modeler au départ, hein, on a tous été des pâtes à modeler, et on dépend beaucoup de l'éducation des enfants, de l'école ensuite, etc., des parents. Mais est-ce que l'enfer est pavé de bonnes intentions? C'est quoi? Je voudrais que vous définissiez plus précisément, Sonia Delahaye, qu'est-ce que c'est traiter comme un objet? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Déjà, à la base, pourquoi on éduque un enfant? Il me semble que c'est parce qu'on souhaite développer de belles valeurs, telles que... d'en faire un adulte épanoui, critique, curieux, avec un esprit critique, autonome, empathique, qui prend soin de lui-même, soin des autres, etc. Quels sont les outils éducatifs qu'on utilise, beaucoup en France notamment, pour éduquer un enfant? La mise au coin, l'humiliation, les punitions, les codes couleurs de comportement qu'on voit de plus en plus à l'école, on pourra en parler. La mise au coin, la fessée, c'est terminé. La mise au coin, c'est terminé, non? Alors non, il y a un retour en force justement de ces violences éducatives, notamment quand on voit qu'une psychologue est intervenue 40 fois cet été sur le plateau de France Inter pour dire qu'il faut mettre en place le time-out auprès des enfants dès 10 mois. C'est quoi le time-out? Le time-out, c'est le fait d'enfermer l'enfant dans sa chambre. Pas l'enfermer à clé, mais lui dire que c'est une séquestration mentale. Si il tente de sortir de sa chambre, il sera puni 20 minutes de plus. Dès 10 mois. On le punit en l'enfermant dans sa chambre. Voilà. Et s'il tente de sortir, on allonge l'enfermement. C'est ça, on allonge l'enfermement. Ça peut rappeler des souvenirs aussi, sur le confinement notamment. Du coup, l'enfant, dès 10 mois, en fait, va être privé d'affection, va être laissé dans sa détresse émotionnelle. Donc un exemple, un enfant qui touche plusieurs fois les boutons du four à 10-11 mois, cette psychologue à laquelle je pense propose qu'on enferme l'enfant dans sa chambre pour qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise. Mais on peut pas développer de belles valeurs humaines et faire en sorte que l'enfant s'épanouisse, se développe bien avec de telles façons d'agir. Mais oui, mais Sonia Delahaye aussi, il faudrait pas que le bébé, parce que c'est un bébé à ce moment-là, se brûle en manipulant les boutons du four. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mettons pour lui dire à cet âge-là, pour lui dire fais attention, ne renverse pas la bouilloire, etc. Tu risques de brûler. Alors déjà, il s'agit vraiment de c'est ça que je souhaite, c'est apporter des notions plus claires sur le développement de l'enfant. Un enfant de 11 mois, c'est quoi? De 12 mois, qui commence à se mettre debout, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de manipuler, il a envie de toucher, de tester sa force. Il voit l'adulte qui touche plein de boutons. Il fait pas la même chose pour défier l'adulte, juste parce que dans son développement, c'est inscrit comme ça, qu'il a besoin de toucher à des choses pour sa motricité fine. Donc on peut reproduire sur une planche plein de choses qui vont lui permettre de toucher des choses en toute sécurité. Les moyens safe, enfin les moyens non risqués de jouer avec tout ça, quoi. Tout en lui disant voilà, c'est dangereux, etc. Mais il va commencer à l'intégrer progressivement. Mais avant 6 ans, l'enfant n'a pas la notion du danger. Donc se mettre à punir des enfants, c'est les priver vraiment on les empêche de développer leur curiosité. Donc ça, c'est très embêtant. On leur fait du mal. Et à l'école, on voit un retour en force vraiment des codes couleurs de comportement. Donc on va juger un enfant sur son comportement, sur des critères assez flous.
Et donc l'enseignant va pouvoir dire à l'enfant, voilà, aujourd'hui, je considère que tu étais dans le rouge, donc tu auras telle punition, telle privation de récréation, etc. Ou alors je te considère plutôt comme étant dans le vert, donc tu as le droit de ne pas faire tes devoirs ce soir. Donc en fait, on mélange tout. Si les devoirs c'est quelque chose d'important, alors il faut les faire. Il faut les faire. Mais si c'est fait pour embêter les enfants, alors on les retire définitivement. Mais on arrête d'utiliser des monnaies d'échange comme ça pour manipuler l'enfant. Et donc ce qui est dangereux, c'est d'élever l'enfant avec des règles de domination. Or, il faut l'élever avec des règles de protection. Pour moi, il y en a essentiellement 5 qui permettent vraiment de protéger l'enfant. Déjà des règles sur les écrans, le temps d'écran, règles sur l'alimentation. On sait que l'alimentation joue sur l'humeur d'un enfant, peut déclencher des colères, etc. Sur l'hygiène, la sécurité physique et le sommeil. Tout ça, souvent, quand on parle de l'enfant roi, on s'aperçoit que toutes ces règles-là ne sont pas posées auprès de l'enfant. Par contre, donc vous êtes bien pour les règles, quand bien même, sûr, mais je suis pour des règles de protection. Et donc, pour qu'on continue à être empathique envers l'enfant. Or, ce qu'on propose maintenant, c'est de dresser l'enfant de plus en plus. Alors qu'on avait beaucoup évolué avec les neurosciences avant la crise Covid. Et on voit depuis la crise Covid le désir de traiter de nouveau l'enfant comme un objet et non pas comme un sujet. Or, c'est là où on va le mettre en danger par rapport aux prédateurs qu'il pourrait rencontrer. Oui, et quel prédateur, justement, quand on rencontre à la lie de l'humanité, et notamment avec les prédateurs sexuels et les trafiquants d'organes, je veux dire, qu'on voit dans Sound of Freedom, justement, et malheureusement qui existe. Sonia Delahaye, on va reparler de ce livre, mais merci déjà pour vos éclaircissements, parce que c'est très important de dire, voilà, on ne veut pas de l'enfant roi, mais on ne veut pas non plus de l'enfant dressé. Mais l'enfant roi n'existe pas, André. L'enfant roi, c'est un enfant qui est négligé, qui n'a pas de règles de protection. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à dominer l'enfant. Mais ne pas chercher non plus à lui laisser faire ce qu'il veut. Ah bah non, il faut le sécuriser, il faut le protéger, l'enfant. Mais on n'est pas obligé de lui faire du mal et de le punir. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Merci Sonia Delahaye. Je rappelle votre livre « Ils n'en sont pas morts ». Aux éditions Exuvie, effectivement, la maltraitance invisible des enfants. Et encore une fois, Sound of Freedom rend la plus ignoble des maltraitances, elle le rend visible. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je suis pas le seul, je vous avais dit. Vous devez l'être aussi. Et puis, il y a aujourd'hui des habitants des Landes, alors qui, eux, non seulement sont dans tous les états, mais sont complètement sous haute tension. Et quand je dis haute tension, j'emploie ce mot par hasard. RTE déploie le réseau électricité et poursuit le déploiement de sa ligne très haute tension. 400 000 volts. 400 000 volts, il faut savoir, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires dans les Landes. En fait, l'État français, l'Espagne et l'Union européenne, c'est sur un projet électrique titanesque, très important, et comprend. C'est un projet dit interconnexion électrique France-Espagne, porté par une société mixte, etc. Mais ce qui est intéressant d'un réseau, c'est que ce projet d'interconnexion, long de 420 km, prévoit de relier la France et l'Espagne via une ligne très haute tension de 400 000 volts à courant continu entre les postes électriques de Cubnezé en Gironde et Gatica au nord de Bilbao. Voilà, très gros projet qui doit commencer et qui met légèrement, et quand je dis légèrement, c'est une litote, qui énerve légèrement un certain nombre d'habitants des Landes parce que le réseau passerait à 1 mètre sous terre. 1 mètre sous terre, ce n'est rien, bien sûr. Et c'est des lignes à haute tension, encore une fois, 400 000 volts. De quoi s'agit-il? Marie Darzac, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes membre du collectif Stop THT 40, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, de quoi il s'agit exactement? Expliquez-nous et pourquoi vous êtes en colère. Alors, vous l'avez déjà très bien expliqué. En fait, nous sommes sur une ligne expérimentale de 400 000 volts, mais surtout d'une puissance de 2000 mégawatts.
Cette puissance correspond à la puissance de 2 réacteurs nucléaires. Donc, vous comprenez que ça interroge. Ouais. Elle va être, comme vous l'avez indiqué, enterrée à 1 mètre de profondeur, sans aucune étude d'impact santé publique. Mais pardon Marie Darzac, vous êtes sûr 1 mètre de profondeur, parce que ça paraît effectivement rien du tout, quoi. Enfin. Exactement. Alors ça paraît rien du tout. Je vais vous donner juste un petit exemple, une petite anecdote. Hier, nous avons rencontré un agriculteur qui va avoir son champ va être traversé par cette ligne à 1 mètre de profondeur. Et il y avait la chambre d'agriculture qui avait demandé, par mesure de sécurité, à ce qu'il y ait une profondeur beaucoup plus importante, voire 5-6 mètres, pour éviter une interaction avec les engins. Ça a été refusé par le porteur de projet RTE. Par contre, l'exploitant, lui, a reçu une convention sur laquelle il est mentionné que s'il abîme cette ligne à 1 mètre de profondeur, il sera responsable et il devra en assumer les conséquences financières, bien sûr. Ah bon? Donc, vous voyez, oui. Attendez, il y a une contradiction là-dedans quand même assez énorme. C'est-à-dire, c'est l'exploitant sera condamné, sera responsable s'il y a des problèmes, c'est ça? Oui, voilà. Alors que RTE refuse d'enterrer plus profondément cette ligne. Alors cette ligne, comme vous l'avez indiqué, elle devait passer normalement intégralement avec un tracé sous-marin qui allait du Porge à Gatica, en passant le canyon de Cap-Breton. On appelle ça le gouffre de Cap-Breton. Malheureusement, les experts de RTE qui avaient certifié qu'il n'y avait aucun problème et qu'il était tout à fait franchissable, ils ont d'ailleurs obtenu une subvention énorme pour cet exploit. Et en 2020, ils nous ont annoncé que non, finalement, il n'était pas franchissable et que par conséquent, il allait y avoir un contournement terrestre qui allait impacter 5 communes. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que nous avons été mis au courant. Nous considérons que c'est un projet qui est écocidaire, qui impacte l'océan, qui impacte nos plages, notre cordon dunaire, nos forêts, et qui en plus va être dans nos quartiers. C'est quand même assez incroyable. On est sur une ligne expérimentale qui n'a jamais qui n'existe nulle part en France. Oui, vous voulez dire, je n'allais pas dire on vous prend pour des cobayes, mais c'est une expérience au vrai sens du terme, quoi. C'est ça. Ah ben complètement. Mais dites-moi, quelle est la couverture la couverture, disons, sous terre va être de combien de kilomètres? Le passage sous terre qui n'est pas justement offshore, vous savez? Le contournement terrestre fait 27 km et impacte 5 communes. 5 communes. Donc ça veut dire qu'il faudra raser des forêts, enfin en tout cas, et ça passe sous des villages, c'est ça, des villages habités. Ça passe dans les quartiers, à moins de 30 mètres des habitations. Il va y avoir effectivement une rase au niveau de la commune de Cap-Breton sur la forêt de Bouèbe. On va avoir des dunes qui vont être complètement impactées. On sait à quel point la dune, c'est extrêmement sensible. On nous demande, constamment de la protéger. On sait que ce sont des zones qui ont des problématiques de stabilité, où il faut préserver l'écosystème. Et là, vous voyez des engins, on est en train de bitumer à 10 mètres de la dune. Parce que les travaux ont commencé Les travaux ont commencé puisque les autorisations ont été données le 29 septembre le 29 septembre et les travaux ont déjà commencé. Alors il y a des recours qui sont qui ont été mis en place, mais les recours n'étant pas suspensifs d'exécution. Et allô? À faire ces travaux. Oui, alors justement attention parce que vous avez été, c'était un peu haché, Marie Darzac. Juste une question, est-ce que beaucoup de gens sont avec vous? Est-ce que les habitants des communes s'agitent, ont réagi, ou vous êtes très peu à avoir réagi jusqu'ici? Alors, il y a toujours effectivement un temps de latence entre l'annonce des décisions et la prise de conscience de la population. Actuellement, je peux vous dire qu'il y a une réelle mobilisation. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation? C'est parce que ce projet qui, pour nous, à nos yeux, est écocidaire, il y a ce qu'on appelle une solution alternative. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le CNPN. Le CNPN, c'est le Conseil national de protection de la nature,
qui trouve ce tracé totalement incompréhensible, qui note qu'il n'y a aucune étude d'impact correcte qui a été effectuée. RTE, c'est vraiment la toute-puissance. Donc nous, ce que nous disons, le CNPN précise que ce tracé n'est absolument pas cohérent, puisque RTE n'est pas en mesure de faire une connexion du Porge à Gatica totalement sous-marine. Il doit revoir son dossier et faire une connexion le long des infrastructures autoroutières Bordeaux-Saint-Jean-de-Luz, où là nous sommes sur des terres qui sont déjà dégradées. C'est-à-dire éviter tous ces atterrages, ce qu'on appelle les atterrages, ce sont les connexions. Donc il y a une alternative. Si on prend l'autoroute Bordeaux-Saint-Jean-de-Luz, il y a une alternative, même terrestre, qui pourrait être faite. Il y a une alternative. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que RTE refuse d'étudier cette alternative. Et l'avis du CNPN est malheureusement obligatoire, c'est-à-dire qu'il s'impose à eux en termes de consultation, donc ils doivent effectivement présenter leur dossier, mais le résultat de cette consultation du CNPN ne s'impose pas. Oui, c'est-à-dire il est obligatoire mais pas exécutoire. Voilà. Exactement. Donc comme il ne s'impose pas au préfet, on est bien d'accord qu'il s'inscrit en totale contradiction avec les engagements nationaux de préservation de l'environnement. C'est bien de nous parler d'environnement, mais essayer d'en faire sur le terrain, c'est quand même mieux. C'est peut-être mieux. Oui, c'est peut-être mieux. Les préfets, en fait, ils arbitrent en défaveur de l'environnement. L'État a le droit de détruire notre environnement et de s'affranchir de toutes les règles qu'il nous impose. Vous savez ce que c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Enfin, voilà. Et on justifie ça par le développement économique. En fait. Alors, deux choses. D'abord, quand vous leur dites, écoutez, 1 mètre, ça paraît effectivement... Ils disent, non, mais ça va très bien 1 mètre, vous vous rendez pas compte, c'est absolument sûr, vous ne risquez rien, 400 000 volts, tant de mégawatts, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils vous disent. Ah mais complètement, c'est-à-dire que RTE prétend qu'il n'y a aucun souci, aucun danger. Et lorsque l'on demande une étude d'impact santé publique, c'est quand même la moindre des choses, avant de certifier qu'il n'y a aucun danger, il refuse de faire cette étude. Nous avons demandé cette étude par le biais d'un courrier recommandé qui est parti le 29 août à monsieur le ministre de la Santé. Nous n'avons aucune réponse. Donc c'est quand même pas, je veux dire, RTE supprime tout doute salutaire, il n'y a aucune incertitude, ils sont certains qu'il n'y a aucun doute. Pour eux c'est de la physique, mais quel est l'impact de cette physique sur le corps humain, sur les cellules? Ils ne sont pas scientifiques. C'est drôle parce qu'ils étaient très vigilants sur le masque et les gestes barrières et sur les gants, mais alors là-dessus, non, il n'y a pas d'impact circulé, il n'y a rien à voir. Mais juste un mot, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, vous avez entamé certains recours, mais est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez aller jusqu'à la Cour européenne? Je ne sais pas, aller jusqu'à l'Élysée, vous comptez faire quoi, Marie Darzac? Dans les médias, il y a les recours, puisque les autorisations sont tombées le 29 septembre. À partir de là, nous n'avons que 2 mois pour attaquer la déclaration d'utilité publique devant le Conseil d'État. Donc vous comprenez bien que là, les 2 mois depuis le 29 septembre sont précieux et on essaie de mettre toute notre énergie pour ces recours. Vous avez jusqu'à fin novembre, quoi. C'est ça. Jusqu'à fin novembre. Nous avons la chance d'avoir des associations environnementales qui nous soutiennent et qui vont porter également les recours avec nous, comme Sea Shepherd, comme Défense des milieux aquatiques. Donc c'est quand même hyper important. Mais on sait très bien que aujourd'hui, on s'en remet à la justice parce qu'on n'a plus d'autres solutions. Oui, c'est quand même assez... Ce qui est étonnant dans ce que vous racontez, enfin ce qui est étonnant et attristant, c'est que ni étude d'impact, ni consultation, ni quand le Centre de protection de la nature dit quelque chose, oui d'accord, eh bien continuer cause toujours. Oui, c'est très préoccupant. Écoutez, en tout cas, Marie Darzac, c'est bien, vous vous battez, on va vous suivre, hein, de toute façon, tenez-nous au courant. Ici à Sud Radio des suites de la chose, mais c'est vrai que je ne sais pas, moi je n'y connais rien, je ne me prétends pas expert, mais je ne sais pas si je serais content d'avoir 400 000 volts à 1 mètre sous mes pieds, je ne sais pas, c'est quand même en tout cas quelque chose qui mérite d'être étudié, d'être checké, d'être vérifié, effectivement.
Effectivement, ça interpelle. Alors, on fait une très grosse manifestation à Cabreton samedi 18 novembre à 14h. Ce samedi, avec, alors, oui. Voilà, avec de très nombreuses associations environnementales qui nous soutiennent. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être intéressé à ce sujet. Merci à vous. Bonne journée. Merci Marie Darzac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Stop THT 40. On va se retrouver. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, vous le savez très bien, notre président de la République bien-aimé l'a dit, si vous voulez du travail, vous n'avez qu'à traverser la rue. Bon, alors certains disent mais non, c'est plus compliqué que ça, mais non. Vous êtes ceux qui disent ça, ce sont des grincheux de mauvais esprit, effectivement, qui ont toujours le négatif. Non. Écoutez, on va vous en parler. Vous allez voir qu'un certain nombre de gens qui étaient certes proches du gouvernement, certes proches de l'administration, eh ben vous allez voir, ils ont non seulement traversé la rue, mais ils ont tous trouvé du boulot. C'est un exemple pour vous, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, un modèle à suivre. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, Johnny, eh oui, pour moi la vie va commencer. Non, pour moi la vie va continuer. Et heureusement, nous avons fait, avec Esteban Rania, justement, on a fait une espèce d'inventaire de tous les membres du gouvernement, députés et autres qui ont retrouvé du travail. Et vous voyez, c'est un exemple pour nous autres Français, par exemple. Marlène Schiappa, oui, je ne sais pas pourquoi elle est partie du gouvernement, elle faisait un travail formidable. Elle a trouvé une nouvelle opportunité en rejoignant le groupe Tilder en tant qu'associé. Tilder, je dis pas Tinder, hein. Tilder, n'en avez pas de, s'il vous plaît, pas de mauvais esprit, voilà. Et elle va apporter au cabinet son expertise des stratégies de communication, d'engagement sociétal, de gestion de crise et de débat public, tout en participant de manière active au développement de ses activités. Voilà, bravo, et bien, on souhaite tout le bonheur à Marlène Schiappa. Mais elle n'est pas la seule, Richard Ferrand, ex-député LREM. Il est aujourd'hui, il a une société de conseil stratégique auprès de dirigeants d'entreprise qu'il a fondée et baptisée Messidor. Bravo à Richard Ferrand et félicitations. Christophe Castaner, l'ex-ministre de l'Intérieur, ancien patron des députés LREM, a été élu à la tête du grand port maritime de Marseille et nommé au tunnel du Mont Blanc. Pas beau ça, avec sa vision extraordinaire. On a besoin, vous savez, quand on est dans un tunnel, on a besoin de vision formidable. Emmanuelle Vargon, l'ancienne ministre du Logement, elle est recasée à la commission de régulation de l'énergie. Vous voyez, on recase, c'est bien, mais apprenez à vous recaser, vous aussi, au lieu de traîner sur le canapé en train de regarder Netflix. Julien de Normandie, lui c'est dans le privé, hein. Il a été embauché comme Chief Impact Officer, j'adore, Chief Impact Officer, dans un cabinet conseiller. Oui, ils sont beaucoup dans les cabinets de conseil, alors beaucoup. Mounir Majoubi, il a lancé une plateforme de vente de biens d'occasion, mais pourquoi pas. Sibeth Ndiaye, vous vous rappelez, Sibeth Ndiaye, la merveilleuse Sibeth Ndiaye qui nous disait, écoutez, ne mettez pas de masque, ne mettez rien du tout, hein. Au départ ça sert à rien les masques. Et ben, d'ailleurs elle avait raison, elle est devenue secrétaire générale du groupe ADECO, spécialisée dans l'intérim. Eh ben, elle ne connaît pas l'intérim. Et bravo. Secrétaire d'État de transition écologique, Brune Poisson. Eh ben, elle est directrice du développement durable dans le groupe hôtelier Accor. Voyez que quand vous voulez, quand on veut, on peut. Elisabeth Moreno, elle a rejoint un printemps le Conseil pour la diversité de Sanofi. Oui, porte-parole du groupe pharmaceutique, bravo, Sanofi, très bien. Voilà, et puis ça continue, enfin, on va pas vous les citer tous, mais ils ont tous trouvé du travail. Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, elle a intégré le Conseil constitutionnel. Dans les grands cordés, Agnès Buzyn, comment on se rappelle d'Agnès Buzyn, qui avait dit que il y a rien, il se passe rien. Oui, c'est one, mais c'est circonscrit. Et puis, vous savez ce qu'on a fait? On a mis des petites affichettes sur l'aéroport, comme ça, vous prévenir. Hein. Eh ben, elle est propulsée par décret à la Cour des comptes. Voilà, elle est à la Cour des comptes dès septembre 2022. Vous voyez, des postes à risque, des postes à haut risque, bien sûr. Brigitte Bourguignon, qui a dû quitter le gouvernement après les élections législatives. Elle a échoué. Eh ben, elle est nommée par Emmanuel Macron inspectrice générale des affaires sociales, l'IGAS. Voilà.
Très bien, Ligas aussi, un poste à gros risque, au risque. Amélie de Montchalin, débarquée après revers aux législatives. Elle est à l'OCDE aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Roselyne Bachelot, Roselyne Bachelot, non, elle est dans le privé. Maintenant, elle est chroniqueuse sur RTL. Elle va rejoindre BFM TV. Bon, elle voulait être à la autorité, mais c'est un peu compliqué. Voilà, Benjamin Griveaux aussi, il a mis une émission sur la chaîne économique. Et puis, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui, il est bien. Il a envoyé personnel pour le Liban. Eh ben oui, absolument. D'ailleurs, je trouve que on devrait organiser un envoyé personnel pour chaque pays. Il y a 195 pays, ça ferait 195 jobs. Franchement, écoutez, au diable l'avarice et quoi qu'il en coûte. La morale de l'histoire, elle est très simple. Si vous voulez, et si vous avez quelques relations, enfin c'est pas difficile d'avoir une relation, hein, c'est pas compliqué. Si vous avez quelques relations, eh bien vous trouvez du travail. Donc ça suffit, les Français, de toujours rechigner, réfractaires, de râler. Oui, le travail, l'emploi existe. Il suffit de connaître un certain nombre de personnes et tout ira bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. The Voice, évidemment, l'émission culte de TF1, hein, qui ne l'a pas regardé au moins une fois dans sa vie. Eh bien, je vous signale que nous avons vraiment une nouvelle. Et alors, nous, à Sud Radio, nous l'avons appuyée. Nous voulons qu'elle passe à The Voice. Il faut qu'elle passe à The Voice, parce que vous allez l'entendre. Jamais j'ai entendu une voix pareille, je vous assure. Maria Callas à côté, c'est de la petite bière. C'est rien. Écoutez, vous allez voir. Écoutez bien. Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les... Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Yael Braun-Pivet, vous n'avez pas le droit d'interrompre le talent de Sandrine Rousseau, qui vient de montrer ses capacités remarquables et sonores à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau mérite beaucoup mieux que cela. Je trouve que c'est vraiment pas bien d'étouffer une vocation dans l'œuf quand on entend sur les femmes comme ça, et elle chante, elle ne se contente pas de dire oui, j'allais manifester, je sais pas si on l'a ce sonore, le petit lapsus de Sandrine Rousseau, je crois pas qu'on l'ait. Bon, c'était sur la manifestation contre l'antisémitisme, elle a fait un joli lapsus, mais c'est pas grave, et elle a utilisé, c'était en fait un droit de réplique, allez, soyons sérieux, pour dénoncer les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, et là elle a tout à fait raison, que effectivement un certain nombre d'actes dégueulasses ne sont pas condamnés, ne sont pas sanctionnés. Mais elle a commencé à chanter, et qu'est-ce qu'elle a fait, Yael Braun-Pivet? Elle lui a coupé son micro. Eh bien, il lui restait 30 secondes de temps de parole et elle lui a coupé le micro. Eh bien, je vais vous dire, députés, vous êtes 577. Si vous avez ce que je pense, là où je pense, dorénavant, toutes vos interventions doivent commencer par des chansons. Au moins pendant 30 secondes, il faut vous entendre chanter. Et là, je vais le faire moi-même, n'étant pas député. Oui, on va entendre Vincent Pavant et Louis Fouché. Comment? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Face-à-face exceptionnel aujourd'hui à 12h53 sur Sud Radio. André Berkov reçoit deux invités, le docteur Louis Fouché, médecin réanimateur, et Vincent Pavant, enseignant-chercheur en mathématiques à l'université de Aix-Marseille. Vous avez coécrit Le débat interdit, langage, Covid et totalitarisme. C'est publié chez Guy Trédaniel. Bonjour à tous les deux. Alors voilà, et j'ajoute que Vincent Pavant a écrit un très beau livre sur la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, que je conseille aussi parce qu'il explique très bien les mécanismes de manipulation et d'oppression. Le titre du livre, Tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, voilà. C'est une intention intéressante, ça m'étonne pas de vous, Vincent Pavant. Merci beaucoup. Tout foutre en l'air. Bravo. Livre dans lequel Sandrine Rousseau a été affublée du petit sobriquet « La philosophe est dans le pré ». Ah, c'est très joli, c'est très joli. D'ailleurs, elle va chanter, d'ailleurs, dans le pré, on va la convoquer. Alors juste, on va bientôt passer aux informations et après nous aurons tout le temps pour développer cela. Louis Fouché, Traverser la peur, l'Odyssée du réel. C'est pas mal, l'Odyssée du réel chez Guy Trédaniel. D'ailleurs, vous aviez publié chez Guy Trédaniel aussi votre livre, dont parlait Esteban. Alors juste, Traverser la peur... Et vous en avez parlé beaucoup dans votre livre. En fait, c'est un livre de libération, quelque part. Pour moi, vous voulez dire ?
Oui. Oui, quelque part, il y a une sorte de catharsis. Effectivement, j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui mu par la peur de tous les côtés. La scansion narrative qui est tenue par les médias ne parle que de peur, de terreur en permanence. Ça va depuis le Covid, en passant par l'Ukraine, en passant par les punaises de lit. Ça s'arrête jamais, quoi. D'accord. Juste quand même une question d'actualité. Docteur Le Fouché, vous étiez convoqué devant l'Ordre des médecins. Oui, tout à fait. C'était pour une commission disciplinaire le 19 novembre, accusé de grief relatif à ma parole publique, finalement, pas du tout par rapport à mon exercice professionnel, et qui me reprochait d'avoir parlé sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, quelle honte. les effets secondaires des vaccins, etc. Et j'ai eu l'extraordinaire étonnement de tomber sur en fait des juridictions qui n'ont rien à voir avec le droit, qui sont des procès politiques. Et ça, c'est très étonnant. Quand une fois vous passez devant un procès politique. C'est l'ordre des médecins départemental. C'est le CROM, le Conseil régional de l'ordre des médecins, et c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui m'accuse. Et j'ai vu ces derniers jours apparaître des condamnations très très lourdes pour Aminum Lille par le Conseil de l'ordre des pharmaciens, 3 ans, dont 1 avec sursis. Pour Michel Procureur à Nantes, 3 ans ferme d'interdiction d'exercer. Et moi j'ai eu, ça y est, le quantum de ma condamnation. Je sais que j'ai 3 mois d'interdiction d'exercer. 3 mois d'interdiction d'exercer. Évidemment, il y aura un appel. Évidemment, il y aura une plainte pénale pour entrave à la liberté d'expression et puis dénonciation calomnieuse. Et on rentre dans une relation finalement où, ça y est, on va commencer à se parler, mais par le biais des tribunaux. Moi, je trouve ça très bien de commencer à se parler. C'est une très bonne chose. Et finalement, là, vous me demandez ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai cette condamnation, certes. On va en parler tout de suite après les informations. On va revenir là-dessus, mais c'était important de le dire. Donc, 3 mois de suspension. C'est un scoop, vous êtes les premiers à savoir. D'accord. Et 3 mois de suspension pour Louis Fouché, 3 ans pour Aminum Lille. Intéressant. Et on en parle tout de suite après les informations. Et on prendra évidemment toutes vos réactions au 0826 300 300. Un médecin anesthésiste réanimateur, spécialisé en éthique de la santé, le docteur Louis Fouché, un chercheur, mathématicien, professeur à l'université d'Aix-en-Provence, c'est bien ça, Vincent Pavant. Vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que leurs adversaires les traitent de tous les noms. Ils sont pas spécialement analphabètes, je crois pas vraiment quand on lit leurs livres respectifs. Et justement, je voudrais commencer par le docteur Louis Fouché qui vient de publier Traverser la peur, l'Odyssée du réel chez Guy Trédaniel, on l'a dit. Et vous citez un mot de Didier Raoult, et il l'avait dit chez nous à l'émission. Je me rappelle, je l'avais interviewé à Sud Radio, mais ça va au-delà. Et vous le citez dans votre livre, Louis Fouché, vous dites il y a 2 sortes de hiérarchies Didier Raoult dit, il y a 2 sortes de hiérarchies qui coexistent, celle fondée sur la capacité à obéir et celle fondée sur la capacité à penser librement. Vaste programme. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater ces 3 dernières années. Finalement, si vous obéissez, si vous êtes bien conforme, vous avez un certain nombre d'avantages acquis. Si j'avais tenu ma langue, j'étais resté bien droit dans le moule, je serais toujours médecin, j'aurais fait ma belle carrière, je serais peut-être docteur en éthique actuellement, parce que j'avais une thèse de sciences en cours, et j'aurais peut-être une belle baraque avec une piscine à Marseille. Ce sera pas le cas. C'est-à-dire que la liberté a un prix. C'est le loup et le chien de La Fontaine. Moi, je préfère courir libre et hâve que d'être bien gras et bien soumis. Mais au fond, le fait de courir libre permet d'aller chercher plein d'autres choses nouvelles et différentes. Vous avez souligné qu'on est autour de cette table tous ensemble. C'est déjà une espèce de miracle, en fait. Ça aurait pas dû arriver. C'est grâce à toute cette crise et au fait d'essayer de traverser la peur qu'on a cherché des soutiens les uns auprès des autres et qu'on a pu se rencontrer, devenir amis, faire des livres ensemble. Bon, c'est plutôt une époque formidable, même si on n'a plus aucun pouvoir dans la société telle qu'elle est. Alors, plus qu'un pouvoir, c'est à voir, parce que je crois que quand même ceux qui écrivent, ceux qui lisent, ceux qui peuvent parler ont un certain pouvoir, et heureusement. Alors, justement, votre livre est d'ailleurs assez spécial parce que, et je voudrais savoir, je vais commencer par une question de forme, la forme, comme dit quelqu'un, c'est le fond remonté à la surface. Alors, c'est chouac, vous mettez dans un plat, plouf, l'enfant qui a peur, etc. C'est quoi, c'est pourquoi je trouve ça très bien. Tout le livre est une sorte de mélange de moments romancés, avec une sorte de témoignage finalement au travers de ce roman. C'est des expériences vécues de peur, mais et puis des moments réels, en fait. Des moments plutôt dialectiques, didactiques, de réflexion. Et au fur et à mesure du livre, on plonge de plus en plus dans le roman.
pour ne finir que par du roman. Parce que c'est là que serait cette espèce de mise en abîme de retour au réel. Ça parle de l'odyssée du réel. Toutes les peurs, elles sont liées à des espèces de bulles d'imaginaire, de montgolfières virtuelles qu'on se fait sur Klaus Schwab, sur Bill Gates, sur les punaises de lit, etc. Soros et compagnie. Sur Soros. Et l'idée, c'est de revenir là, dans le concret de chaque jour, en relation avec les autres. Et c'est de manière paradoxale dans le livre, le roman, qui est le moment où normalement devrait y avoir le plus d'imaginaire, qui est le plus réel. Toutes les bulles de compréhension, au fond, on s'en fout. En fait, maintenant il faut vivre. Oui, alors justement, Louis Fouché, vous parlez beaucoup de la peur, et effectivement, tu le dis. Or, on l'a bien vu que, et ça ne remonte pas au Covid, est-ce que tout pouvoir ne vit pas par une espèce de management par la peur? Parce que la peur, eh bien, rend moutonnier, rend muet, en disant, là, attention, rappelez-vous, Jérôme Salomon, tous les soirs, égrenait la liste des pavanes pour une infante défunte, et puis, et pas seulement des infantes, et puis surtout, si vous n'obéissez pas, si vous êtes debout sur le comptoir, devant le comptoir et pas assis, vous risquez le Covid, tout ça. Est-ce que la peur, quel rôle en fait joue cette peur-là? Elle est clairement aujourd'hui un terrorisme d'État pour maintenir le pouvoir, en fait, pour maintenir la domination sur le pauvre troupeau effrayé par son maître terrible. Donc ça commence pas avec le Covid, c'est bien plus ancien que ça. Mais juste pour notre génération, on peut se dire que déjà la question du 11 septembre et ensuite le Patriot Act et le fait de mettre des caméras partout dans les villes, c'est quelque chose de très étonnant. On aurait demandé à nos arrière-grands-parents, est-ce que c'est normal pour vous qu'il y ait des gens en armes, en plan Vigipirate écarlate depuis 25 ans pour du terrorisme? Ils auraient dit, mais vous êtes en train de devenir fou, quoi. Vous acceptez une société de surveillance intégrale. Et ça avait déjà été mis en évidence par Michel Foucault et avant lui par Jérémy Bentham sur le panoptique. Et une société panoptique est une société de contrôle intégral. Oui, mais en même temps, peut-être qu'on peut vous dire qu'il faut se défendre quelquefois, parce qu'il y a aussi du terrorisme, ça existe. C'est pas imaginaire, le terrorisme. Oui, moi je fais la grande différence entre la pleutrerie, la poltronnerie et la prudence. La prudence, chez Aristote, c'est la phronésis. C'est l'idée de l'intelligence du courage, la sagesse contextuelle. Savoir qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qui l'est pas. Vraiment revenir au réel à chaque fois pour savoir quels sont les réels ennemis. La doctrine militaire française, jusqu'à récemment, était orientée erga omnes. Ça voulait dire contre tout autour. En disant, voilà, nous allons devoir trier là-dedans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Par contre, désigner un monstre, qui soit le méchant salafiste qui va poser des bombes ou qui soit autre chose, ou les punaises de lit, en fait correspond à perdre pied dans le réel. Vous allez fabriquer un monstre et vous allez le revalider en permanence. Aujourd'hui, on est en plan Vigipirate écarlate depuis je ne sais pas combien de temps. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ce n'est pas, mais on va en parler justement, Vincent Pavant, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de, je dirais, de différence qualitative et non pas quantitative entre effectivement le terrorisme, mais moi le sujet c'est pas tellement le terrorisme, mais l'apprentissage de la peur, parce que l'histoire du Covid, enfin, vous l'avez tous les deux vécu, nous l'avons tous vécu, il y avait quelque chose d'intéressant parce que c'était même pas tel ou tel attentat ou telle chose, c'était, vous êtes tous des malades qui s'ignorent. Vous n'êtes plus en bonne santé, vous êtes des malades. Quelque chose a été très 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 fort là-dessus. Oui, très fort, d'autant plus que ça repose sur des chiffres et sur les mathématiques. La peur, ça a été déclaré dès le mois de mars par les simulations de Neil Ferguson qui nous disait 500 000 morts. Le modéliste, c'est ça. Le modélisateur, alors avec beaucoup de guillemets, hein, parce que la modélisation c'est très noble, mais c'est pas du tout ce dont s'empare l'épidémiologie, hélas. Donc oui, 500 000 morts en France, en Angleterre, 2 millions aux États-Unis. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il prévoyait. C'est ce qu'il disait, effectivement, sur la base de chiffres complètement frelatés, de fraude, peur effectivement qu'on a entretenue ensuite sur des non-vaccinés qui seraient 12 fois plus contagieux que les autres et qui seraient une véritable menace pour la société. On peut tout à fait dire quelque part qu'on a transféré l'imaginaire du terroriste sur les non-vaccinés en faisant d'eux en fait effectivement les responsables de la mort probable des plus vieux, des plus âgés, qui sont bien sûr toujours des victimes innocentes que ces espèces de terroristes donc non vaccinés seraient capables de faire advenir. Donc il y a une grande responsabilité effectivement de ceux qui ont en charge l'écriture du réel justement, et dans le titre de Louis il y a deux choses qui sont importantes, c'est peur et réel en fait, effectivement, et on a créé la peur de manière artificielle en déconnectant le discours normalement scientifique qui est celui de la vérité du réel justement, et c'est ce qui a été une des plus grandes fraudes. Parce que ça s'est fait au nom de la science. Exactement. Et pire qu'au nom de la science, au nom de la science mathématisée, ce qui est encore un degré supérieur en général
général dans la recherche de la vérité scientifique. Il n'y a rien de plus scientifique que la science physique ultra mathématisée. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire croire qui était le statut d'épidémiologie alors que ça n'était pas, de sorte effectivement à créer un narratif autour de la peur avec une manipulation derrière des techniques mathématiques qui ont été en fait, et j'ai pu rencontrer Cédric Villani la semaine dernière à ce sujet-là, qui sont en fait des véritables fraudes. L'ancien ministre, oui. Président de l'OPQST et donc ancien député. Et ce que je lui disais, écoute, on va avoir un vrai problème aujourd'hui avec un narratif basé sur les mathématiques, que ce soit pour l'intelligence artificielle, que ce soit pour le climat, tel qu'il a été fait pour l'épidémiologie, parce que en fait c'est l'écriture de scénarios fictifs à partir de fraudes qui détournent les mathématiques de leur usage, de sorte que on ait peur du réchauffement climatique, on ait peur effectivement des non vaccinés, et on bâtit le narratif, il est sur des fausses prémices et après on y va au nom du scientisme soi-disant d'analogie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est très 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 important aujourd'hui de dénoncer l'épidémiologie pour ce qu'elle a été, une manipulation, sans quoi on aura les mêmes types de principes narratifs qui vont arriver pour le climat, pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que pourquoi se priver effectivement, vous disiez tout à l'heure que les gouvernements ont besoin de faire peur pour manipuler les foules, pourquoi se priver effectivement de l'outil mathématique si celui-ci peut aider à faire peur, que ce soit sur le climat, l'épidémiologie ou l'intelligence artificielle. Donc on a un vrai problème de société, un vrai problème intellectuel, un vrai problème de philosophie aujourd'hui qui se pose dans comment on prend des décisions, sur la base de quoi. On va en parler, on va continuer d'en parler après cette petite pause. Oui, et puis avec vous, on prend tous vos commentaires et tous vos appels au 0826 300 300. Emmanuel vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec le docteur Louis Fouché et le chercheur Vincent Pavant, et nous parlons effectivement le livre qui vient de paraître, Traverser la peur, l'Odyssée de réel du docteur Louis Fouché, et comment tout foutre en l'air, effectivement, de Vincent Pavant, un livre absolument à lire aussi. On parlait du management par la peur, mais je voudrais qu'on parle aussi de cette formidable, et dans beaucoup de domaines, évacuation du réel par notre élite, pas seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir aussi médiatique, en tout cas certain, et le pouvoir dit élitaire, etc. Mais on a l'impression, d'ailleurs, vous en parlez aussi, Louis Fouché, dans cette espèce de plongée de, voilà, d'ailleurs, ça s'appelle l'Odyssée du réel. Mais c'est quoi le réel? Par rapport, tout le monde nous dit, mais la réalité, c'est ça. Voilà, on vous la donne et on vous la dit. Nous sommes le camp du bien, nous sommes le camp de la réalité. Suivez-nous. Ouais, c'est la très très grande question qui avait déjà été posée par les situationnistes bien avant nous, hein. Et puis même avant par quelqu'un qui s'appelle Platon, je crois, qui avait écrit le mythe de la caverne, Platon, et qui avait dit mais en fond on vit dans une illusion. Il y a des gens qui agitent des ombres et nous on est en train de regarder le mur du fond et de croire que c'est vrai, alors qu'en fait tout ça c'est une illusion. Et la question de l'illusion, c'est vrai chez Artaud aussi, hein, le théâtre et son double, etc. Baudrillard, exactement, est une énorme question parce que qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel? On vit dans un monde où tout est en toc, quoi, tout est faux. Donc je fais une différence entre le réel, qui serait cette chose incommensurable, incompréhensible dans cette salle, traverse des électrons, des champs magnétiques, des champs gravitationnels, des photons. On comprend rien, quoi. Enfin voilà, on pite rien. Et donc on est obligé de bâtir une sorte de bulle d'interprétation de ce réel qu'on appelle une réalité. C'est ma réalité. Votre réalité, la réalité de Vincent se touche un petit peu, parfois sont poreuses l'une à l'autre, mais parfois viennent se percuter de plein fouet. Et donc on passe son temps individuellement et collectivement à bâtir une sorte d'illusion dont on sait qu'elle est temporaire et labile, mais qu'elle nous aide à vivre dans ce réel trop grand. Et cette réalité est basée sur des répétitions, des refrains, des réitérations. L'humain est un être de refrains. Un exemple. Un exemple, vous apprenez une chanson, vous vous souviendrez du refrain, dansez encore, mais bon, les couplets, vous vous souvenez plus trop. Exemple, la science, les théories scientifiques elles-mêmes sont des refrains. On sait qu'elles sont fausses, qu'un jour ça va tomber, que la gravitation universelle ça suffira pas. Les théories sont fausses quand même. Si, elles finissent toujours par être fausses, elles sont jamais à la hauteur du réel. Vous voulez dire elles se renouvellent, quoi. Exactement, au bout d'un moment elles sont contredites, et c'est l'histoire de la science de contredire ce qu'il y avait avant. À partir du moment où quelqu'un arrive et vous dit cette réalité-là, c'est le réel, et il mélange les deux, il est en train de vous mentir. Ça n'est qu'une interprétation du réel, et il doit y en avoir d'autres. Sinon vous êtes enfermé, en fait, dans une matrice totalitaire qui veut régenter l'ensemble de ce qui vous arrive pour pas que ça change. Mais attendez, Louis Fouché, 2 + 2 = 4, c'est quand même le réel.
Le quoi, le 2 plus 2 égale 4. Vous allez me dire, oui, on a le droit de dire 2 plus 2 égale 5. Alors ça, c'est des questions qu'il faut poser à Vincent qui est mathématicien. Mais... Alors, non, mais c'est important, cette histoire du réel et de la réalité, parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a dans les pouvoirs de droite, gauche, tout ça, ça n'a aucune importance de ce point de vue-là. C'est ce qui compte, c'est ma perception de la réalité. Moi, je vous dis ce qui est, et vous devez me suivre parce que je sais mieux ça que vous. Il y a ça quand même, mais il y a une réalité quand même. Oui, alors. Il y a une réalité, mais le problème, c'est que vous avez quand même besoin du langage pour décrire d'abord cette réalité. Certes. Et le plus formel et évolué langage, c'est bien sûr les mathématiques, mais vous vous rendez compte dans les mathématiques que tout est tautologique, en fait. C'est-à-dire que quand vous dites 2 plus 2 égale 4, c'est tautologique. Vous n'apportez aucune information fondamentale. Ce que nous disait Bertrand Russell, c'est que les mathématiques sont une discipline où vous démontrez qu'un quadrupède est un animal à 4 pattes. C'est tout à fait vrai, effectivement, mais c'est complètement fermé sur soi-même et vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous ne pouvez rien dire d'autre, justement. C'est voilà. Ça le problème, c'est qu'il faut quelque part trouver une correspondance entre le langage et ce qu'on veut décrire par le langage. Et justement, il y a, comme disait Louis, une question philosophique sur la différence entre le réel et la réalité. Mais il y a aussi une manière politique, d'aborder cette question entre le réel et la réalité et le discours du coup qui l'accompagne. Et c'est ce qu'avait très bien dit Hannah Arendt sur le totalitarisme qui fonctionne à l'idéologie. Elle avait dit l'idéologie, c'est à proprement parler donc un discours sur les idées, mais qui s'affranchit justement du réel, exactement. Et aujourd'hui, on peut mesurer, j'allais dire, le totalitarisme en marche dans lequel on est pris par justement l'idée qu'on a de plus en plus des discours qui sont complètement dégagés de toute forme de lien avec le réel et la réalité. Alors je voudrais que tous les deux vous me disiez, parce que qu'on soit concret sur, par exemple, par rapport à ce qu'on a vécu avec le Covid, par rapport à ce qu'on vit avec le réchauffement climatique ou l'Ukraine ou autre, donnez-moi des exemples concrets de justement où le réel et la réalité s'affrontent, en tout cas dans le discours ambiant. Oui, sur le Covid, il y a eu de très nombreux mots qui ont été inventés, le R0, des choses comme ça. On s'est mis à parler du Covid d'une manière complètement virtualisée. Et pendant ce temps, il y avait le témoignage. J'ai pas pu enterrer mon père. Donc quand même, pendant le Covid, on n'a pas pu enterrer des gens. Ça, c'est réel. C'est-à-dire, c'est un déni anthropologique fondamental. Tous les peuples enterrent leurs morts, quoi. Là, on a interdit aux gens d'enterrer leurs morts. Ça, c'est réel et personne n'en a parlé. Par contre, pendant ce temps, on vous faisait la messe des morts, comme vous l'avez dit, avec Jérôme Salomon, qui en fait ne correspondait à rien, quoi. Des chiffres qui étaient balancés comme ça. Quand en moyenne il y avait 1700 morts par jour en France, de toute manière, avec des variations saisonnières bien sûr, hein, et qu'on vous disait il y a 300, il y a 400 morts, ça, il y avait aucun référent. Et à un moment, je crois que c'est Bruno Latour, sociologue, qui avait dit mais donnez-moi donnez-moi les morts de la grippe, quoi. Donnez-moi les morts du reste, que je puisse avoir un référentiel sur lequel opposer votre discours. Et le problème, c'est le problème du référentiel. C'est qu'aujourd'hui, le référentiel est tenu par ceux qui ont le pouvoir. Je vais vous donner peut-être un autre exemple. Oui. Vous sortez ce matin pour regarder le ciel et vous dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fonction de la météo. Vous êtes déclassé. Vous êtes déjà complètement out. L'intelligence artificielle des modèles météorologiques prédictifs peut vous donner la météo à 15 jours, à la température en haute atmosphère, etc. Ça sert à rien. Vous avez perdu votre capacité herméneutique individuelle humaine. Vous, humain, vous êtes obsolescent, comme dirait Gunther Anders. Oui, non, ce qui est intéressant, d'ailleurs, vous savez que quelqu'un qui s'appelle Jacques Prévert, il disait c'est le curé qui sort de sa paroisse, qui regarde le ciel, et il dit, ah là, il faut que je prenne un parapluie, je crois qu'il va pleuvoir. Et puis il se dit, mince alors, je crois en Dieu, certitude, je crois qu'il va pleuvoir, doute. Problème. Non, mais pour revenir à ça, vous parlez de discours. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Restons un peu sur le Covid, mais c'est très intéressant parce qu'on nous disait, effectivement, à un moment donné, bon, il y a la peur, et qu'est-ce que ça a joué, la peur? Parce que qui a envie de mourir? Je veux dire, ça c'est clair. Mais deuxièmement, et surtout sur la réalité, etc., c'est qu'il y avait quelque chose, et ça je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait, vous en parlez aussi dans votre livre, Louis Fouché, qu'est-ce qui a fait que le corps médical, enfin une bonne partie du corps médical, et pas seulement pour des raisons financières ou pécuniaires, a cédé à la chose. C'est-à-dire qu'au fond, on a vu tout le monde dire, mais écoutez, arrêtez, vous voulez au-delà même du vaccin, des gestes barrières et tout, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Aujourd'hui, très sincèrement, vous allez dans le métro et partout, très peu de gens. Il y a des gens qui portent des masques, mais c'est une minorité. Donc, quand même, les gens peuvent retrouver un certain équilibre.
Oui, moi je pense qu'on peut sortir de la bulle d'illusion, effectivement, à condition de revenir au réel. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de groupes qui se sont créés pour essayer de remettre les jeunes qui avaient connu que la guerre, que la narration autour de la guerre, dans des choses très concrètes. Faire de la voile avec les Glénans, aller faire des charpentes avec les compagnons, etc. Faire des choses où on touche de la matière concrète. Là, pendant le Covid, ce qui m'a protégé, moi, c'est d'avoir soigné des gens qui avaient un Covid en réanimation, d'avoir vu ce que c'était que les Covid graves, d'avoir vu que les protocoles étaient faux, d'avoir vu qu'il fallait pas ventiler de manière invasive, que nous, on avait entre 0 et 20% de mortalité, quand les autres avaient entre 30 et 40%. Comment? Ouais, exactement. C'est le fait d'être confronté à cette chose-là. Et de me rendre compte que non, le discours, le récit n'était pas le réel. La carte n'était pas le territoire. Oui, c'est ça qui est assez fou. On va continuer à en parler, je crois, oui, après cette petite pause. Et je voudrais qu'on parle des enfants. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe par rapport à ce système un peu, c'est vrai, complètement décalé dans lequel on vit. On le voit parce qu'on entend des choses et... Enfin, on va en parler tout de suite après ça. Et on prend vos appels au 0826 300 300 et on prend vos questions. Vous êtes nombreux à nous poser des questions dans le chat sur Facebook et sur YouTube. À tout de suite sur Sud Radio. Louis Fouché, Traverser la peur, l'Odyssée de réel. Vincent Pavant, 2 et 2 font 4, mais ça enferme. On va parler de tout ça, on continue à en parler avec vous. Et effectivement, je voudrais qu'on parle un peu des enfants. Vous avez un passage, Louis Fouché, dans votre livre, vous citez Debord, ça on le sait, mais vous citez Cathy O'Brien, vous dites que ça vous a appris beaucoup de choses, le livre de Cathy O'Brien, mais au-delà, ce qui se passe avec les enfants, et vous m'avez parlé hors antenne de ce qui se passe dans un lycée avec des enfants de 8 ans, 10 ans. Oui, effectivement, le livre est bâti comme une sorte de descente aux enfers où on va se confronter aux différentes peurs. Et ma grande peur, c'est la pédocriminalité institutionnelle rituelle, quoi, on va dire, qui est incompréhensible, qui pour moi défie toute ma structuration du monde et de la morale. Sound of Freedom. Et voilà. Et ces 3 dernières années, j'ai été confronté, la vie m'a amené à devoir faire face à ça, alors que je m'y attendais pas. C'est pas mon métier, c'est pas mon... Voilà. Et j'ai eu des témoignages multiples de gens qui m'ont... alors je peux en raconter certains, mais évidemment le livre n'est qu'une fiction, hein, ça n'est qu'un roman, toute ressemblance avec des personnes... Vous a dit une enseignante. Oui, l'autre jour, une enseignante me dit que son neveu à l'école, en classe de 6e, a eu le cours sur l'éducation sexuelle, à la vie sexuelle et relationnelle. Et que ce cours a été, 10 ans, 11 ans, voilà, en 6e. Et que ce cours a consisté à leur faire voir un film montrant des relations sexuelles. Un tiers des élèves s'est bouché les yeux et bouché les oreilles, réflexe de survie, quoi, hein, le déni. Et donc ça nous explique des choses sur ce qui s'est passé pour certaines personnes dans le Covid. Hein. C'est peut-être un réflexe de survie aussi, le déni. Dire non, tout va bien. Un tiers a regardé, médusé, blackout. Après, on a essayé de leur en parler dans les suites. Il s'était rien passé, quoi, comme un vrai traumatisme. Et un tiers est devenu addict au porno. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire à 10 ans devenir addict au porno? Oui, c'est ça. Ça veut dire revalider tous les jours quelque chose, regarder tous les jours du porno. En fait, c'est ce que j'appelle dans le livre la fabrique des monstres. Quand vous n'êtes pas capable de traverser une peur atroce, eh ben vous la vomissez comme une catharsis. Le cathartique, c'est le purgatif. Hein, vous le vomissez et le monstre devient intact en face de vous et fait partie de votre réalité. Vous pouvez plus vous en débarrasser. Ça, c'est vrai aussi pour ceux qui disent Klaus Schwab va tous nous bouffer, Bill Gates, etc. Non, bien sûr, il va essayer de bouffer un certain nombre de gens, mais il n'y a pas que lui, quoi. Il n'y a pas que ça. Et donc, on a un certain nombre de monstres et parfois on est obligé de les revalider tous les jours. Et vous avez des gens qui suivent des fils Twitter ou Telegram où ils regardent que des trucs dégueulasses sur comment on va tous mourir parce qu'au fond, tant que le monstre est devant eux, il n'est pas sur eux. Et ça les rassure. Ça me rappelle, vous savez, c'est je flatte le crocodile, j'espère qu'il me mangera le dernier, quoi. C'est ça. Vincent Pavant, sur ce sujet. Oui, alors c'est un peu, j'évoque ces passages donc par rapport à l'enfance dans Tout foutre en l'air, en disant ce qui fait que c'est aussi puissant aujourd'hui, c'est qu'il y a hélas une vraie philosophie derrière, celle de Sade justement. Dans la sexualité par rapport philosophie dans le boudoir, je rappelle, du marquis de Sade. Tout à fait, qui est exactement transformer l'école en un boudoir sexuel où on doit enseigner aux enfants toutes les pratiques de la sexualité. Et c'est exactement le thème de la philosophie dans le boudoir. Donc ça veut dire que c'est quelque chose finalement d'abord qui est ancien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on découvre, qui s'est transmis. C'est le 18e siècle. Exactement, c'est 1795. Donc je rappelle la philosophie dans le boudoir. Et en fait, ça vient
ce que Sade va axiomatiser l'être humain comme étant un être purement matérialiste, égotique et jouisseur, et ce dès sa plus tendre enfance. Donc il y a une espèce d'axiomatisation anthropologique chez Sade de ce que c'est l'homme. Et donc comme Sade est un philosophe des Lumières qui raisonne, il va tirer des conclusions à partir de ça. Il va dire écoutez, regardez, moi en tant que philosophe, j'observe que dans différentes civilisations, différentes époques, les enfants ont toujours été objet de la sexualité des adultes, et donc il n'y a aucune raison, si on est raisonneur et si effectivement on veut faire de la philosophie et être dans la série des Lumières, eh bien refuser la sexualité des enfants. Et en réalité, c'est lui qui va, je pense, poser les bases intellectuelles de ça, que va reprendre Alfred Kinsey, le sexologue entre guillemets américain. Le fameux rapport Kinsey, oui. Le fameux rapport Kinsey qui va effectivement essayer de mesurer chez les enfants le nombre d'orgasmes qu'ils ont dès le plus jeune âge, même intra-utérin. C'est-à-dire que ce que dit Kinsey, c'est même intra-utérin. Et donc comme ça, on développe une idée qui serait presque scientifique, alors à nouveau avec beaucoup de guillemets, mais qui est en fait une validation de l'anthropologie axiomatique de Sade, et qui fait de l'enfant comme l'adulte. Il n'y a pas de différence du coup, donc il y a une zone d'indifférenciation qui va se créer, et qui fait qu'aujourd'hui on parle aux enfants comme on parlerait entre adultes. Et ça a été dénoncé par un psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Sándor Ferenczi, qui appelle ça la confusion des langues. Et la perversion sexuelle commence toujours par la perversion de la langue. On s'adresse à un enfant comme s'il était un adulte. Mais tout ça en fait, ça a des bases philosophiques extrêmement puissantes. En particulier, on sait que Sade jouit d'un certain nombre de prestiges intellectuels, en particulier parce qu'il a permis effectivement, et ça c'est vrai, on peut le reconnaître, d'avoir chassé l'Église de la politique en particulier, et des considérations morales également. Donc, mais en même temps, le problème, c'est que si on va au bout du raisonnement de Sade, on en arrive à l'éducation sexuelle chez les enfants. Et la chosification totale, instrumentale, ces instruments, etc. Exactement. Et derrière, c'est vraiment un raisonnement philosophique qui peut être repris par des intellectuels, par une intelligentsia. Moi, je suis convaincu que si on faisait une sociologie justement de ce que les gens pensent par rapport à la sexualité à l'école, eh bien, on trouverait des universitaires, des gens très cultivés qui seraient tout à fait d'accord avec ça. Comme on a trouvé des gens qui acceptaient que des enfants de 7 ans choisissent leur genre, alors qu'à 7 ans, je sais pas si on a, et qui peuvent consommer des hormones et puis même faire des opérations. Vous savez que c'est permis aujourd'hui en France. Oui, c'est permis, c'est probablement même remboursé à 100%, et en même temps, ça n'est pas une maladie. Il y a quelque chose de paradoxal, étonnant, de contradictoire. C'est un vrai terrorisme, ça, non, Louis Fouché? Oui, et puis il y a comme un retournement de la seule puissance d'agir sur son propre corps. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire dans ce monde, vous êtes impuissant complètement, tout est automatique et cybernétique. Les 15-minute towns régent de vos vies, votre bagnole s'ouvre si vous avez le bon QR code, enfin bref, on a l'impression maintenant que tout est boucle de rétroaction, comme chez Wiener dans la cybernétique, pour un monde qui soit contrôlé de partout, le Léviathan de Hobbes. Et au fond, qu'est-ce qui reste? À quel endroit je peux agir? En me transformant moi-même, par des tatouages, par des piercings, par des scarifications. Et en gros, en sacrifiant ce que je suis, et très profondément la question de la fécondité. Parce que tous ceux qui changent de genre deviennent inféconds, infertiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne leur dit jamais. Il n'y a pas de consentement éclairé sur ce sujet-là. Et peut-être on peut en parler aussi chez Sade. Mais chez Sade, il y a cette décorrélation complète de la question de la sexualité et de la fertilité. Oui, c'est ça. Et on atteint là la chosification la plus totale. Et on le voit. Alors, juste un mot, on va en parler, mais avant de prendre nos auditeurs, au fond, alors, comment être libre? Comment redevenir libre? Enfin, on l'est, en tout cas, beaucoup de gens gardent ça comme quelque chose d'important, la fleur enfouie. Mais comment redevenir libre? Comment être libre face à cette chosification généralisée, massifiée? Alors moi, je vais faire un petit pas de côté peut-être en proposant la vision classique des choses dans la doctrine classique des arts, que ce soit le ballet, la musique, etc. Vous êtes dans des contraintes très dures. Vous avez le droit qu'à certains gestes, vous avez qu'à le droit, etc. Vous savez, les profs de danse classique, quoi. Et en fait, c'est là que vous pouvez sortir les tripes. C'est là que vous pouvez sortir le cœur. C'est là que vous pouvez vraiment transformer les choses. Alors que si vous êtes sur une scène de danse moderne à hurler avec les cheveux, en vous tirant les cheveux, ça voudra rien dire. Tout le monde s'en fout, en fait. Donc la nécessité fait la liberté. La contrainte se fait dans la liberté. Sauf qu'il faut, on dit souvent, la loi qu'on s'impose est liberté, pas la loi qu'on vous impose. Et donc la question, c'est de retrouver des espaces d'autonomie et d'intimité dans cette hétéronomie. D'intimité, j'entends par là le fait que il n'y a de fécondité que dans l'intime. Le totalitarisme a horreur de l'intime.
Il va toujours vouloir rentrer en vous, savoir ce que vous faites, être panoptique. Et dans ce cas-là, rien ne peut germer. Surveillance. La surveillance totale. Et donc, vous allez vouloir vous battre sur Twitter, etc. Mais c'est pas intime, ça. Et donc, ce sera extrêmement violent. Et il n'y aura aucune résolution, chacun restera campé. Par contre, vous rediscutez avec votre beau-frère, et vous débouchez une bonne bouteille. Et puis au bout du 3e verre, vous dites « Ah Gérard, on rediscuterait du Covid un peu là ?»« Oh non, pas ce soir Louis, attends, ça me gonfle. » Ok, on verra ça une autre fois. Alors, il me donne une idée, Louis Fouché. Les prochaines émissions de Sud Radio, Berkoff dans ses états, ce sera avec le vin. Dorénavant, nous aurons la bouteille ici. Une Vino Veritas. Une Vino Veritas. Et je préfère le vin d'ici à l'au-delà, comme disait l'autre. Et Vincent Pavant, juste la liberté. Oui, alors moi je réfléchis en ce moment sur justement les propositions de Giorgio Agamben pour recouvrer un petit peu cette liberté qui philosophe Giorgio Agamben, grand philosophe italien, grand philosophe politique, étudié Foucault et Arendt, mais qui parle beaucoup de désœuvrement, c'est-à-dire faire les choses, mais c'est les moyens sans fin. C'est-à-dire voilà, faire les choses, oublier que faire quelque chose doit avoir nécessairement une fin, auquel cas vous êtes soumis à la contrainte effectivement de la fin que vous voulez produire. Faire les choses sans but, c'est-à-dire comme par exemple les repas et les fêtes qui sont justement des moments où vous allez manger, mais c'est pas pour manger, c'est juste pour être avec les autres. Effectivement, vous allez danser, mais c'est pas pour avoir un geste utile qui va vous permettre, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, d'être dans une chaîne de montage. Donc recouvrer une partie de la liberté consiste à désœuvrer ce qu'on fait en général et à pouvoir vivre sans avoir forcément de but. Ça s'appelle Vincent Pavant, l'éloge de la gratuité. Si vous le dites, effectivement, oui, la gratuité, bien sûr, c'est exactement ça, voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de pistes chez Giorgio Agamben pour essayer de comprendre et de rethéoriser des formes de liberté. Eh ben, on va en parler avec nos auditeurs, Esteban. Ouais, on a Bruno qui nous appelle depuis Paris. Salut Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. On vous écoute Bruno. Bonjour. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec les deux intervenants et encore une fois j'apprécie vraiment l'émission d'André Berkoff parce que c'est l'un des rares espaces de liberté, qu'il s'agisse du Covid ou qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, où on peut entendre quand même des propos un peu différents de ce qu'on entend dans les médias mainstream comme on dit. Donc pour en revenir à ma question, je me disais simplement en écoutant le médecin et le chercheur et avec l'envie de lire leurs deux livres, qu'en même temps si j'étais un auditeur lambda, et c'est le cas, je pourrais aussi me dire, mais quelque part, ils font du complotisme. Quelque part, ils tombent dans le complotisme, parce que malgré tout, on a tous vu des images de ces milliers de cadavres dans des bâches plastiques noires qui étaient stockées à la sortie des morts, où on ne pouvait même plus les mettre. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, j'écoute ce discours, je suis assez d'accord avec, mais en même temps, il y a eu des milliers de morts en France et ailleurs, on se souvient de la situation en Italie, et il a bien fallu que les gouvernements prennent des mesures. Et donc, je me demande, la crainte que j'ai, c'est que ce discours, qui est encore une fois hyper intéressant, brillant et relativement clair, attention, tout le monde n'a pas le niveau Bac+5, en même temps, est-ce qu'il peut pas être critiqué sous l'étiquette, effectivement, mais c'est du complotisme parce que des milliers de gens sont morts. Et ça, c'est aussi la réalité du Covid. Oui, Bruno, en fait, posé, voilà, c'est intéressant parce que la réalité que pose Bruno, il dit oui, mais regardez, vous dites ça, mais qu'est-ce que vous répondez au fait, voilà, la réalité du Covid, des morts du Covid? Alors, je dis un mot parce que Vincent a l'air d'avoir envie de dire quelque chose, mais simplement, déjà, merci pour cette critique. Moi, je pense tant qu'il y a discussion et tant qu'il y a critique, c'est vivant. Je suis tout prêt à changer d'avis. C'est le principe de l'éthique de la discussion d'Habermas. Vous asseyez autour d'une table pour discuter avec quelqu'un. Si vous voulez le convaincre et que vous n'êtes pas prêt à changer d'avis, ça sert à rien, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut garder à cette crise son ampleur et ne pas la dénigrer. Moi, j'ai traité des patients sévères et j'ai entendu des anges dire il n'y a pas de virus, ça n'a pas existé, etc. Non, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Il y a eu des gens qui ont été malades, etc. Il y a eu un virus, il y a eu du Covid. Il y a eu des choses sévères, etc. Absolument. Mais par contre, une grande partie de la sévérité a été liée aux modalités de prise en charge et la désorganisation du système de soins qu'on a mis en place. On a défait la première ligne des médecins généralistes, on a interdit aux médecins généralistes de prescrire des choses qui pouvaient être efficaces, on nous a donné des protocoles qui étaient faux en réanimation, on a refusé de revenir en arrière sur ces sujets-là, on a saturé les points précis déjà de faiblesse de l'hôpital qui étaient les urgences et les SAMU. On aurait fait ça autrement, on aurait fait comme d'hab,
probablement peut-être qu'on n'aurait peut-être rien vu. Et ça a été l'histoire d'épidémies antérieures de grippe, où finalement les gens ont rien vu, quoi. On leur a pas mis sous le nez en permanence, il y a eu tant de morts, etc. Et pourtant, il y avait eu des épidémies. Oui, la question est tout à fait pertinente. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre le réel et la réalité. C'est-à-dire que le réel, c'est il y a eu des morts, il y a eu une surmortalité, elle est tout à fait réelle. Sauf que la réalité, c'est ce que vous allez raconter sur le réel. Et ce qu'on nous a dit, c'est que cette surmortalité, elle était due à un virus extrêmement dangereux, qu'on savait pas soigner, etc., etc. Quand bien même, justement, et là, les travaux de Pierre Chaillot sont tout à fait fondamentaux là-dessus. Il n'est pas le seul. Il a montré que c'était pas la raison que le Covid était particulièrement heureux, c'est le fait qu'on avait eu un abandon de soins. En fait, et c'est toute la surmortalité significative passe dans l'abandon de soins, c'est-à-dire le fait qu'on ait dit aux gens, par exemple en mars 2020, restez chez vous, n'allez surtout pas vous faire soigner, attendez les derniers symptômes pour arriver à l'hôpital, et auquel cas vous arrivez en état. Prenez de Doliprane et si vous êtes fichu. Exactement. Et là, effectivement, c'est ces distinctions entre réel et réalité, et c'est plutôt là-dessus, effectivement, qu'on va taxer des gens de complotisme en disant ah oui, vous accusez donc l'État d'avoir désorganisé les soins et donc d'avoir eu des mauvaises intentions face à la population. Donc le réel, c'est il y a bien eu des morts et on est tous d'accord, et Louis l'a dit, des cas sévères qu'il fallait soigner, et la réalité c'était de dire c'était pas soignable, on pouvait pas accueillir les gens à l'hôpital, quand bien même l'ATIH a dit que c'était que 2% effectivement les Covid, 5% en réanimation avec des soins privés qui n'étaient même pas mis à contribution, et donc c'est là où on voit la différence entre le réel et la réalité c'est quel discours on va avoir sur le réel. Et autre vraiment différence, c'est marrant parce que j'avais reçu Laurent Touliana et Pierre Chaillot à des émissions différentes, mais il y a eu quelque chose d'étonnant. Quand ils ont demandé, vous savez, tous les morts sont répertoriés en France, tous les vaccinés ont été répertoriés. Quand ils demandaient la corrélation entre les morts et les vaccinés, on leur a dit ça n'existe pas. Non, il n'y a pas, c'est secret d'État. À nouveau, c'est différence entre le réel et la réalité. C'est-à-dire que le réel, c'est vraisemblablement, puisque c'est vrai en Angleterre, qu'il y a une surmortalité des vaccinés en mortalité toute cause. Et la réalité, ce qu'on nous raconte, c'est non, en fait, ce que nous avait dit même Ratigny-Carbonel, qui était président de l'ANSM, directeur de l'ANSM, c'était en fait les non-vaccinés mouraient plus que les autres. Donc ça, c'était ça qui était raconté. Donc en réalité, effectivement, il y a vraiment un décalage entre le réel et ce qu'on raconte sur le réel, et la mortalité toute cause des vaccinés en fait partie. Oui, on va en reparler juste après la dernière petite pause, et nous avons Jean-Marc, et nous avons un autre. On rejoindra Jean-Marc dans un petit instant, tout de suite sur Sud Radio. 13h49 sur Sud Radio, dernière ligne droite avec Louis Fouché et Vincent Pavant, et on accueille Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour messieurs. Le passé, le présent, le futur ne sont qu'une illusion, aussi tenante soit-elle, disait ce génial Albert Einstein, qui était un homme libre. Plus je prends de l'âge, je me rends compte qu'il y a des différences énormes entre les êtres, entre les gens et entre aussi des cultures. Donc je m'explique, la France et l'Europe et les pays occidentaux riches, les gens ont très peur. Les gens ont peur des chiens, les gens ont peur de courir la nuit, parce que tout le monde se fait tuer, bien sûr, quand on court à la pénombre. Les chiens sont des loups, ils vont manger tout le monde. Et donc les gens ont peur vraiment de tout. Et donc c'est très facile de jouer sur la peur. Bon, ça se connaît depuis la... Oui, c'est pas nouveau, ça. Aujourd'hui, les gens ont peur de perdre leur smartphone, ont peur de perdre leurs réseaux dits sociaux, parce que ça, c'est bien leur intelligence dit artificielle, qui est tout sauf intelligence. Donc les gens ont peur de perdre leur petit week-end où ils partent, donc ils sont prêts à... Ils vont se faire vacciner toute une semaine, à la limite, ils vont se faire vacciner. Non, mais vous dites ils sont prêts à tout accepter, c'est ça, Jean-Marc, ce que vous dites. Mais on entend... Jean-Marc a disparu. Ce qui s'est passé, c'est un peu le crédit chinois qui est passé social. Étant donné que si on n'était pas vacciné, on ne pouvait pas aller dans le train, on ne pouvait pas prendre l'avion, on ne pouvait pas aller au bar. Donc il s'est passé ça. Et les gens l'ont accepté. Ils ont accepté de signer une décharge comme quoi ils pouvaient aller à 1 kilomètre de chez eux, 1 heure par jour. Tout à fait, auto-attestation, oui, tout à fait. Au-delà. Moi j'ai vécu, mon pays de cœur c'est le Venezuela. Et ces gens-là, là-bas, n'acceptent pas ça parce que c'est des gens libres. Donc la culture, eux en fait on croit qu'ils n'ont rien dans ces pays-là, mais ils ont tout, c'est la richesse. D'ailleurs les pays où les gens sont le plus heureux, c'est pas où le PIB, je crois que c'est le Singapour qui a le PIB le plus important, c'est pas les pays le plus heureux, je crois que le pays le plus heureux c'est Costa Rica, tout ça. Donc la richesse, entre guillemets, et le faux confort n'ont rien à voir avec le bonheur. Ce qu'il y a les gens, le docteur Fouché, on a d'ailleurs un ami en commun marseillais, qui s'appelle Eric C. Le docteur Fouché n'a pas eu peur de perdre ce qu'il avait
pour avoir une nouvelle vie. Donc, comme il a dit très bien, il n'aura pas la piscine, il n'aura pas sa belle maison à Marseille, mais il a autre chose. Il n'est pas à vendre, comme le professeur Raoul et comme vous, André Berkoff, comme moi, et comme heureusement bon nombre de citoyens, nous ne sommes pas à vendre. Et il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Certes. Je ne me soumettrai jamais, et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui ne se soumettront jamais. Bah écoutez, on est un certain nombre, heureusement. Heureusement, Oui, Jean-Marc. non, mais c'est dans notre tempérament, nous sommes nés comme ça. Mais malheureusement, il y a une trop grande disparité. Le prédécesseur qui vous a appelé, l'interlocuteur, a dit mais il y a eu des milliers de morts. Mais il y a 700 000 morts par an en France. Pourquoi on ne parle pas des 70 000 morts de la cigarette, des 30 000 morts de l'alcool? Alors, pourtant, c'est un vente libre. Alors, bien sûr, on met le tabac tue. Mais si on veut, à la limite, enlever des morts, eh bien, on arrête beaucoup de choses. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si quelqu'un a envie de fumer toute sa vie 40 paquets de cigarettes par jour, il fume 40 paquets de cigarettes par jour. Je n'ai pas... Si c'est un ami, je vais lui conseiller de fumer un peu moins. Vous êtes un vrai libertaire, Jean-Marc. Hein, mais alors oui, mais les autres vous diront c'est la sécurité sociale. Et qui va payer la sécurité sociale? C'est nous. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, Jean-Marc. Vous avez raison. En fait, c'est toujours ça. Vous savez, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est pas nouveau. Merci, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. On accueille Josette de Nice. Bonjour, Josette. Bonjour. Bonjour, Josette. Je vous écoute. Merci pour votre émission, vos émissions sur Sud Radio, j'adore. Merci. Il y a simplement un témoignage. Moi, Oui. j'ai 68 ans, mon mari 79. Moi, Vous n'avez pas mis le haut-parleur, Josette, parce qu'on vous entend pas très bien, là. On va vous reprendre dans quelques instants, Josette, André. Oui, parce que est-ce qu'on entend Josette, là? Josette, oui, allez-y. Moi, je vous entends. Voilà, c'est très bien. J'ai 78 ans et mon mari 79. Oui. Et quand même, je n'ai ressenti une atteinte à ma liberté que pendant ce moment de Covid. Oui. À Nice, on n'avait pas le droit d'aller sur la promenade, qui est très large. Il fallait aller sur le trottoir en face quand on sortait, qui faisait 2 mètres de large. C'était l'horreur. Nous, on a fait 2 vaccinations simplement pour pouvoir aller voir notre café, pour pouvoir continuer à vivre. Hein. Et puis la chance, nous avons la chance, que mon petit-fils à Noël, bien qu'il avait fait des recherches, etc., en fait, il nous a passé le Covid à toute la famille. On a tous eu le Covid, rien de grave, c'était normal. Et je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant qui dit que tous ces gens qui sont morts, c'est qu'ils ont été mal soignés. Moi, quand j'ai entendu sur le premier... Je suis sage-femme. Merci, Josette. Merci. Là, on arrive en fin d'émission. Malheureusement, je suis obligé d'abréger, mais quand vous dites mal soigné, juste, je voudrais finir avec... on arrive en fin d'émission, mais on va revenir avec Louis Fouché, avec Vincent Pavant. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous les réinviterons, bien sûr. Juste un mot. Quel est le meilleur? Il n'y a pas un, mais je dirais... pour répondre à la peur qu'on essaye d'infiltrer, pour répondre à nos peurs naturelles, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est l'esprit critique, c'est la liberté, c'est quoi? C'est le courage? On en revient à des questions philosophiques fondamentales, hein. La vérité, l'illusion, la liberté, l'asservissement, le courage, la prudence. Et je crois que une des grandes choses à faire dans notre société aujourd'hui, c'est de refaire de la philosophie. C'est de recommencer à connaître ce qu'ont dit les anciens avec de la philosophie pratique. Parce que il y a des gens qui ont réussi à tout inverser en disant mais le pass, c'est la liberté. Avoir mon application tous anti-Covid, c'est ça la vérité. Non. Là, il va falloir reprendre les bases. Eh bien, on reprend les bases, Vincent Pavant. Oui, tout à fait. Hélas, je crois qu'on est passé d'une société de la philosophie à une société de la psychologie, à tel point que un philosophe du droit, Bernard Edelman, avait écrit un livre sur ce qu'il avait vu de jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme, et il avait dit on est passé des droits de l'homme au droit du désir de l'homme. Effectivement, le fait d'avoir une société dominée par la psychologie fait que la peur devient, hélas, l'instrument essentiel du gouvernement, là où les idées et
les idées philosophiques devaient être les idées de gouvernement entre les hommes. Écoutez, en tout cas, nous on essaye ici d'avoir question à tout, vous le savez, d'avoir un peu d'esprit critique et même beaucoup. Et puis, encore une fois, vous êtes des hommes libres, servez-vous-en. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, André Berkoff, de midi à 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte.